Rouge et Bleu, le podcast 100% SM Caen. Une collaboration Sweet FM Ouest France avec la participation de Foot Normand. Un épisode animé par Joris Marin. Salut à tous, Rouge et Bleu, c'est un podcast consacré au Stade Malherbe-Caen, un podcast lancé par la radio Sweet FM et par le journal Ouest France avec la participation de Foot Normand. Place au 35e numéro. Salut Gaëtan Briard de Ouest France. Salut Joris. Comment s'est passé ton repas, ton déjeuner d'il y a 2 semaines à Lisieux après l'enregistrement du podcast ? Oh, ça remonte ça, c'était très sympa. Tu as mangé quoi ? Moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça va être compliqué. Je me souviens juste que je reviens d'une semaine de vacances scolaires là. Bah t'es un chanceux. Bon retour, bonne vacances reprise. Scolaires. Merci. Salut Morgane Huguen de Ouest France. Salut Joris, salut tout le monde. Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner ce matin ? Repas très important. Oui, tout à fait. Des crêpes, j'ai mangé. Ah oui ? Ça, ouais. Faites maison. Exactement, hier en repos, j'ai fait des crêpes et je les ai mangées ce matin. Il en reste un peu Non, pas vraiment. Salut Mathieu Billot de Foot Normand. Salut à tous. J'ai pensé à toi Mathieu hier, je me suis dit, il est allé couvrir le match Le Havre-Montpellier, il va rentrer tard ce dimanche à la maison, est-ce qu'il aura le temps de se faire à manger ? Non, mais j'ai quand même mangé. T'as mangé quoi ? Enfin, tu crois que je suis pas sûr que ça intéresse au grand monde. J'ai mangé un pain au chocolat si tu veux tout savoir. C'est pas très healthy. Non, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon, en tout cas, l'appétit vient en mangeant, dit-on. Ça tombe bien parce que le Stade Malherbe-Caen vient d'enchaîner un 2e succès en s'imposant face à Bastia. Oui, c'est parti pour une nouvelle dynamique. Lui a faim, c'est l'attaquant Alex Mendy, désormais meilleur buteur de l'histoire des Rouges et Bleus. On va se pencher sur l'impact de ses performances. De l'autre côté du terrain, on trouve en ce moment dans les buts cannés Yanis Clémentia, dont l'intérim devrait se prolonger. Le gardien Yanis Clémentia, c'est le thème joueur de ce podcast. Et puis on terminera avec un coup de cœur, notre coup de cœur concernant l'engouement pour le sport à Caen. Allez, on donne le coup d'envoi de l'émission. C'est parti. Zou. 4 jours après son succès contre Martigues, Malherbe s'est imposé contre Bastia 2-0 ce samedi 2 novembre. Le début d'une série, oui, parce qu'une série ça commence à 2. Le SMC a pourtant subi face aux Corses. Morgane Huguen, samedi, la réussite était caennaise. Oui, de toute façon, sur déjà plusieurs matchs, on voyait bien que Caen était assez réaliste. Et forcément, quand tu prends pas de but et que tu es réaliste devant, ça fait des victoires et ça fait des clean sheets qui est assez important aussi parce que au-delà des 2 victoires de suite, ce qui est vraiment bien, c'est le fait que Caen n'ait pas pris de but sur ces 2 derniers matchs. Et ça aussi, ça va donner confiance notamment à toute la défense. Les poteaux étaient cannés. Oui, c'est sûr que s'il y a ce but en début de match, si Clémentia n'est pas sauvé par son poteau, je pense que derrière ça change l'image du match. Mais voilà, il faut aussi de la réussite dans le foot, il faut la provoquer et là, elle était du côté de Caen, tant mieux. Ouais, c'est sûr, 100% de positif comptablement et arithmétiquement sur cette semaine-là, à la fois dans le nombre de points pris, mais comme le soulignait Morgane, dans les clean sheets, parce qu'on avait quand même jusque-là une défense qui avait 0 certitude, qui savait pas où elle allait, qui prenait l'eau, au dire même de son coach. Alors même si tout n'a pas été parfait sur ces 2 matchs-là, même s'il y a eu quand même de la souffrance sur beaucoup de périodes de ces 2 matchs-là, je pense que dans la tête de joueurs de cette équipe-là et notamment des défenseurs, ressortir de 2 matchs de suite sans prendre de but, ça peut changer quelque chose. Après, rendez-vous quand même pour la suite. Moi, 2 victoires en 4 jours, ça me fait terriblement penser à ce qui s'est passé fin septembre. C'était exactement la même chose. Il y avait eu Ajaccio puis Amiens. C'est ça. On avait vu la suite, donc c'est bien d'avoir remis un peu d'ordre dans la maison, mais il va falloir faire encore un peu de rangement. Tu as raison de t'interroger parce que la copie, n'est-ce pas Mathieu Billot, a été imparfaite. Oui, contre Martigues, ce fut un match très difficile à regarder pour ceux qui l'ont regardé, et contre Bastia, on va pas se mentir, c'est incroyable, presque Malherbe l'emporte ou finisse le match sans encaisser de but. On pourra remercier aussi, je pense, Caen pourra remercier l'arbitre. Parce qu'il y a clairement un pénalty qui est oublié. Sur une main de Quentin Lequeuch. Sur une main de Quentin Lequeuch. Au moment où il n'y a qu'un 0. Ouais. Oui, mais un fait de jeu très important. Donc il y a des faits de jeu qui ont basculé. Je crois que Nicolas Sob l'a souligné à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans le football. Et très clairement, pourquoi ces matchs-là basculent du côté de Malherbe et que certains, avant, j'ai pas trouvé vraiment que Malherbe a été, en tout cas Martigues, bien meilleur, c'est sûr. Bastia, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu des choses plus positives, avec une équipe de Bastia aussi qui ouvre plus le jeu, donc ça donne des matchs un petit peu différents à regarder. Mais
dire que Malherbe est guéri, à mon avis, c'est extrêmement prématuré. Pour moi, c'est 2 victoires qui sont importantes, mais c'est 2 victoires qui donnent aucune certitude sur ce qu'on va voir après, à l'image de ce qui s'était passé fin septembre, parce que dans le contenu, c'est encore trop friable, trop fragile. Mathieu disait qu'il y avait des choses qui s'expliquaient pas dans le football. Il y en a quand même une qui paraissait assez évidente, c'est qu'on ne passe pas d'une équipe qui ne fait plus rien sur le terrain à une équipe qui est flamboyante du jour au lendemain. Nicolas Seub s'en doutait, il avait dit que ça passerait sans doute par du football un petit peu moins joli. C'est quand même ce qui s'est passé, on peut le dire, contre Martigues et contre Bastia. Voilà, ils sont aussi portés, cette équipe-là, par un avant-centre dont on va longuement parler après. 3 buts sur les 2 matchs. Sans lui, qu'est-ce qui se passe sur ces 2 matchs-là? C'est une vraie question aussi. Même si, bien sûr, on ne peut pas résumer une victoire à un homme. Mais Nicolas Seub a bien dit, si Alex Mendy avait été Bastier ce samedi, on aurait perdu. Et il a sans doute raison. Et l'entraîneur de Martigues aurait pu dire la même chose le mardi précédent. Donc ça reste quand même un équilibre très fragile. Mais au classement, ça permet quand même de se donner un peu d'air et d'espérer envisager non pas autre chose en termes d'objectifs, mais en tout cas aspirer à un petit peu autre chose dans le contenu. Avec 3 points d'avance sur la zone rouge et 5 unités de retard sur le 5e. Oui, en fait, ce qui peut aussi donner confiance, c'est que je trouve pour le moment, si on regarde que le plan comptable, que les points de prix ces derniers matchs, Malherbe lance une dynamique dans le sens où ils ont pris 4 points sur 6 à l'extérieur, ce qui leur avait été, ils étaient à 0 avant le déplacement Red Star et l'enchaînement à Martigues, à Guignon. Maintenant, ils sont sur mieux classés au classement. Ils ont montré quand même 2 clean sheets, ils ont montré des meilleures choses quand même, je trouve, offensivement face à Bastia, même si défensivement c'est encore friable, mais je trouve qu'offensivement les phases de jeu avec Koulibaly, Le Bihan, Brahimi, on voyait quand même des bonnes choses. Du coup, je trouve que sur ça ils sont sur une bonne voie et ça peut leur donner confiance. Après, faut confirmer quoi. Et puis on peut pas leur enlever un truc. Morgan qui était à Guignon mardi, en pleine tempête comptable et en pleine crise de résultats, ils ont réussi à relever la tête devant 400 spectateurs dans un stade qui réclame de mobiliser autre chose que l'engouement des tribunes ou qu'un contexte sympa, ce qu'ils ont eu du mal à faire quand même historiquement, Malherbe, depuis plusieurs saisons. Dès qu'à l'extérieur ils vont dans des petits stades, c'est compliqué. Là ils ont su rebondir dans un contexte qui était qui ressemblait pas beaucoup à la Ligue 2 quand même. Est-ce qu'il y a une prime ou pas chez West France quand on est amené à se déplacer à Guignon, je crois que risque. La prime c'était d'avoir assisté à un moment d'histoire avec Alex Mendy quoi. C'est pas mal. Faut demander à Valpino, il en a fait quelques-uns des déplacements comme ça ces dernières saisons. On le voit plus. Mais il va bien. Il s'est barré. De la confiance engrangée grâce aux performances, Mathieu, de la semaine dernière. Attention parce qu'il y a un déplacement à Metz qui se profile. Là, c'est un nouveau test, comme ça a pu être le cas à Grenoble ou encore à Guingamp. Oui, Gaëtan a fait référence aux 2 victoires du mois de septembre. C'est vrai que ça avait suivi Guingamp, c'est le match qui avait suivi. Guingamp qui est membre du top 5, Metz qui pourrait l'être bientôt parce qu'ils ont un match en retard par rapport à Malherbe avant de se retrouver le week-end prochain. Donc ça se ressemble un petit peu dans le scénario. Après, c'est vrai que les victoires amènent de la confiance. De là à dire que il va quand même falloir présenter un bien autre visage samedi à Saint-Symphorien pour être capable de rivaliser avec cette équipe du FC Metz. Alors Malherbe, on est tout à fait capable parce que je pense que sur un match, Malherbe est à peu près capable de rivaliser avec n'importe qui. Mais c'est pas ce qu'on a vu sur les derniers matchs qui donne des garanties. Mais tout est possible. Mais voilà, comme dirait notre ami Fabien Mercadal, les résultats sont les plus grands des menteurs dans le football. Ça vient de loin cette référence. Je m'attendais pas à entendre ce nom quand même aujourd'hui. Ouais. Je l'ai entendu pas mal de fois. Dernier entraîneur de Malherbe en Ligue 1. Oui, exactement. La victoire à Bastia, c'est très bien. Il faut faire tourner le compteur point, donc ils l'ont fait, c'est très très bien. Mais si on analyse le contenu, quand même, c'est pas foufou. Là où je te rejoins sur un truc, c'est que quand même les 2-3 dernières fois où ils ont joué des équipes qui prétendent à la Ligue 1, on s'est dit quoi à la fin du match? C'est trop fort. C'est trop fort pour Caen. Lorient. Alors Guingamp, on peut penser que c'était plus un jour sans, sauf que Guingamp c'était trop fort pour Caen. Le Paris FC quand il était venu en début de saison, c'était trop fort pour Caen. Lorient pareil. Lorient c'était l'équipe à mes yeux qui a le plus dominé Caen cette saison. Donc charge à cette équipe-là, avec une confiance qui est un petit peu revenue mais qu'on n'imagine pas à 100%, de montrer qu'elle est capable de rivaliser les yeux dans les yeux avec un prétendant au top 5. Caen qui vient de se racheter auprès de son public, puisque vous l'avez mentionné à l'instant, Malherbe s'était incliné à 3 reprises cette saison à la maison face à Lorient, face au Paris FC, et également face à A3. Là, c'était un peu une surprise de perdre à la maison face à A3, Lanterne Rouge, grosse contre-performance. Mais c'est derrière nous maintenant. Faut espérer.
En avant-match de ce camp Bastia, Alexandre Mendy a été honoré, a été célébré. L'attaquant de 30 ans est désormais le meilleur buteur de l'histoire du Stade Malherbe. Il était à 70 buts avant la réception du Sporting. Maintenant, il en est à 71 puisque il a marqué samedi d'une belle reprise de volée du droit, Mathieu Billot. Oui, je confirme qu'il a marqué sur une belle reprise de volée du droit, sur un excellent service de Michael Billan. C'est pas donné à tout le monde de marquer ce genre de but. On en a rêvé nous, mais on l'a pas fait. Sûr, non, c'est le but d'un attaquant en confiance, je pense, rien que tenter ce geste-là, avec le petit soupçon de réussite qui va bien, car si je me trompe pas, elle est détournée par un défenseur Bastia. Alors peut-être qu'elle aurait été au fond dans tous les cas, mais voilà, il y a des matchs où tout réussit. Bon voilà, Alex Mendy, lui, il provoque vraiment sa réussite. Voilà, il porte un petit peu cette équipe-là sur ses épaules, ce qui d'un côté est bien et d'un autre côté est un petit peu inquiétant parce qu'on se dit que le jour où il sera moins bien, on se demande qui sera en quelle mesure de prendre le relais. Mais voilà, pour aujourd'hui, en tout cas, il est là et tant mieux pour Malherbe. Et il n'y a plus de débat chez Ouest France sur le nombre de buts d'Alex et de Cyril Vattier. Non, c'est terminé. On avait fait effectivement le décomptage de ces buts-là de façon précise. Ça nous avait pris un peu de temps. À la fois Cyril Vattier et Alexandre Mendy. Ce qu'il en ressortait, c'est qu'il y avait plus de buts inscrits que prévu pour Cyril Vattier et un de moins pour Alexandre Mendy. Ça nous avait valu quelques remarques gentilles et sympas d'Alex qui nous disait quand est-ce que je vais le battre à vos yeux. Ça y est, c'est le cas, il n'y a plus de débat. Moi, il me bluffe ce joueur-là parce que si on parle du court terme, avant ses 3 buts en 2 matchs, sur les 3-4 matchs avant, ça a été très compliqué pour lui. Il a eu à la fois peu d'occasions à se mettre sous la dent, mais il a aussi fait des matchs plus compliqués, je trouve, individuellement. Et puis, il a cette capacité depuis 3-4 ans à revenir dans la lumière, à être très froid face au but, à remarquer 3 buts en 4 jours. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis 4 ans et c'est ce qui explique que ce record-là, il l'a battu bien plus vite que Cyril Vattier en une période bien plus courte. Et donc effectivement, on en revient à cet élément déclencheur sous Stéphane Moulin, à cette prise de conscience, mais cette prise de conscience qui n'a pas duré 2 ou 3 mois, qui a changé sa carrière radicalement, puisque ça fait quasiment 4 ans que ça dure, et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un à l'échelle du Stade Malherbe. C'est vraiment quelqu'un à la fois en termes de chiffres, mais pour moi, ce qui dit le mieux le fait que c'est quelqu'un, c'est le traitement que lui réserve ce Stade d'Ornano depuis maintenant 2-3 ans facilement. Voilà, les acclamations, la chanson envers lui, le fait que oui, quand Alexandre Mendy sort du terrain, c'est un peu différent que quand un autre joueur sort du terrain aussi dans ce stade-là. Et tout ça, c'est quand même des marqueurs assez importants de ce qu'il représente pour ce club-là aujourd'hui. C'est quelqu'un, est-ce qu'il figure selon vous au panthéon du ASMC? Petit tour de table avant les développements. Oui, non, Gaëtan? Ça dépend ce qu'on considère comme panthéon. Est-ce que c'est top 5, top 10, top 15 des joueurs? Top 5. Top 5, je dirais non, mais pour moi, ça s'explique par une chose assez précise, c'est que il y a quand même un football moderne et un football d'avant, à mes yeux. Dans le football d'avant, on restait dans son club bien plus longtemps qu'aujourd'hui. Ce qui aussi permettait à des joueurs d'avoir le temps de se construire une réputation. À Malherbe, on pense à Stéphane Paille, à Luc Borelli, à Xavier Gravelaine et à pas mal d'autres. Pascal Théo, pas forcément en tant que joueur, mais en tant que personnage du Stade Malherbe. Dans le football moderne, c'est quand même bien différent. Il y a des joueurs qui se sont révélés et qui ont marqué le Stade Malherbe, mais sur une courte période, mais plutôt des jeunes prospects qui se sont révélés vite, comme Mbaye Niang, comme Johan Le Penant, comme Jesse Deminguet. On en a eu en Ligue 1, Julien Ferret, Ronny Rodelin, etc. Alors qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Une montée en Ligue 1 avec Alex Mendy pour qu'il figure dans le top 5? Après, pour moi, si on parle pas de top 5 et si on parle de marquer l'histoire du club, oui, aujourd'hui, pour moi, il est rentré dans l'histoire du club et donc un petit peu au Panthéon parce que il est recordman de buts dans ce club-là depuis la semaine dernière, qu'il l'a fait en une période assez courte et que ça fait quand même 4 ans qu'il est dans ce club-là. Mathieu? Moi je dirais qu'il a factuellement, il marque l'histoire du club, il devient le meilleur buteur de l'histoire, donc c'est factuel. Après, Malherbe à son échelle a quand même une petite histoire et a connu beaucoup de très bons joueurs. Certains ont lancé leur carrière à Malherbe. Et Malherbe a quand même quelques saisons de première division de Ligue 1 à son actif, donc il faut aussi prendre cet élément-là en compte. C'est entre guillemets, aujourd'hui Malherbe est un club de Ligue 2, donc ses performances sont réalisées en Ligue 2. Donc top 5 non, même top 10 ça me paraît compliqué. Quand j'écoutais Gaëtan énumérer quelques joueurs, ça m'en faisait rappeler d'autres. Lesquels? Non, mais par exemple Franck Dumas, il y en a plein, mais il y en aurait je pense beaucoup à citer. Voilà, mine de rien, Malherbe a une histoire assez riche, même Alexandre. Vous avez oublié Nicolas Sopp quand même.
Et on a oublié Nicolas Sub, moi j'allais dire. On comptait sur toi pour un le petit faire. détail de l'histoire du Stade Malherbe. J'allais dire aussi Alexandre Mostovoy, qui est resté, je crois, 6 mois à Malherbe. Ou même quelqu'un comme Damien Da Silva, par exemple, qui a marqué le club en Ligue 1. Donc voilà, après, factuellement, il a resté. Et surtout, on soulignait, donc Alexandre Mendy, c'est sa 5e saison au Stade Malherbe. Arrivé en 2020, c'est ça, fin de mercato. Ouais, septembre-octobre 2020. Aujourd'hui, un joueur qui fait déjà 5 saisons dans le même club à l'échelle de Malherbe, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres. D'ailleurs, Alex l'a dit, il a dit peut-être que ce record ne sera jamais battu parce que dans le foot moderne, c'est rare de rester. Ça me paraît très très compliqué quelques années au sein d'un même club. Parce qu'aujourd'hui... Mais la meilleure preuve de ça, c'est qu'il n'aurait pas dû exister ce record à cause du foot moderne justement, ou grâce peut-être parce que la logique était qu'il parte cet été. Donc ça résume bien aussi le foot d'aujourd'hui et la difficulté à atteindre ce genre de record. Et pour compléter un petit peu, moi je dirais en fait ça dépend aussi à quelle génération entre guillemets on te demande. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu poses la question à un enfant de 10 ans, je pense que même si tu leur poses la question dans 10 ans, il te dira oui qu'Alex Mendy est dans le Panthéon parce qu'il aura marqué sa jeunesse. Et puis les enfants ont toujours raison. Déjà. Non, mais parce que voilà, il aura suivi Malherbe à une époque où le meilleur buteur et le joueur qui le faisait rêver, c'était Alex Mendy. Après, effectivement, oui, je pense qu'il lui manque encore des étapes, et notamment la Ligue 1, qui, à mon sens, est aussi une étape importante. Mais c'est pour ça que c'est très difficile d'y répondre à cette question-là, finalement. Ça dépend, comme le dit très bien Morgane, de ce qu'on a vécu les uns les autres au stade d'Ornano, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre âge adulte. Ça dépend de si on a vécu les choses en direct ou pas. Pour moi, le meilleur curseur, encore une fois, c'est le ressenti que nous renvoie ce stade et les supporters envers les joueurs. Et moi, je trouve qu'il est devenu assez fort envers ce joueur-là. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance à répondre oui à cette question-là. Elle est complexe à y répondre, mais quand même, j'ai du mal à mettre 10-15 joueurs devant lui, de par le fait aussi que c'est un buteur en fait, et qu'on retient les buteurs dans le football. Faut être honnête. Regarde le Ballon d'Or, c'est rarement un défenseur. Ouais, mais des fois un milieu de terrain. On a un contre-exemple. Mais c'est une exception. Ouais. Mais effectivement, par exemple, Nicolas Sub, c'est devenu quelqu'un dans ce club-là de par ses performances, effectivement en Ligue 1, en Ligue 2, mais de par aussi sa longévité et de ce qu'il représentait en termes de valeur sur le terrain. Alexandre Mendy, aujourd'hui, pour moi, c'est aussi le récit qui compte peut-être. C'est le nombre de buts qu'il a marqué, le fait que ce soit un buteur, mais aussi qu'il y a une histoire derrière ça. Il y a le fait que c'était un joueur chahuté avant qu'il arrive à Caen, qui avait du mal à grandir dans le monde professionnel. C'est grâce à ce club-là qu'il a grandi, donc il se sent redevable de ce club, de cette ville, donc ça noue un petit lien d'appartenance. Et puis, il y a aussi le fait que ces 70 buts, encore une fois, 71, ont été inscrits quand même dans un laps de temps assez réduit. Cyril Vattier mise sur 85 buts d'Alex d'ici la fin de saison. Donc il en reste encore 14 à marquer. C'est tout à fait à ce rythme-là, c'est tout à fait possible. Standard, ouais. C'est tout à fait envisageable. 7 buts en 10 matchs cette saison. Oui. Un attaquant, Mathieu Billot, de plus en plus adroit. Il est aussi l'homme du dernier quart d'heure, de la surface de réparation et des pénaltys. Je te cite parce que j'ai lu un article sur Foot Normand. Ouais, alors tu cites plus exactement Fabien alias Stade Malherbe, parce que c'est lui qui a fait ces stats. C'est la même famille. J'ai juste été la personne qui les a mis en ligne, donc voilà. Donc voilà, c'est Fabien de Stade Malherbe que beaucoup de supporters connaissent et suivent sur les réseaux sociaux, qui a fait ce travail-là effectivement de stats. Et donc non, mais c'est un avant-centre très complet à l'échelle de la Ligue 2 en tout cas, et encore une fois qui porte Malherbe, et sur l'affection que les gens lui portent, j'ai aussi envie de dire que il a pas non plus beaucoup de concurrence, peut-être malheureusement, hormis quelques jeunes, parce qu'il y a toujours cette fibre que les gens sont attachés aux jeunes que le club peut lancer, mais malheureusement les jeunes aujourd'hui qui sont performants, si vous les gardez 1 an, 2 ans, c'est presque miraculeux. Donc c'est difficile aussi pour les supporters de s'attacher à des joueurs qu'il ne reste que 6 mois, 1 an, et qui des fois ça se passe mal sur les conditions de départ, parce qu'ils ça force leur départ. Coucou Norman Bassett. C'est un bon exemple. Non, mais c'est un excellent exemple, sans lui jeter la pierre à Norman Bassett, mais c'était quand même, beaucoup d'entre nous ont assisté à ce match-là à Dornano en Gambardella, où c'était vraiment le chouchou, à une période où ça allait pas très très bien non plus. C'était le début de son histoire. Voilà, vraiment. C'était un chouchou, il avait les codes aussi, il savait jouer avec le public et tout, et puis au moment où il a fallu passer à l'âge adulte, ça a été plus dur, il s'est montré impatient, et finalement il est parti, et tous les supporters à Malherbe regardent plutôt une mauvaise image de lui, parce qu'il a un petit peu forcé son départ. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas
évident aujourd'hui pour les supporters de s'attacher à des à l'inverse, des joueurs qui restent peu longtemps. À l'inverse, pour moi, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et d'affection envers Alexandre Mendy, on va y venir peut-être, c'est ce qui s'est passé cet été. Ça renforce complètement son image au Stade Malherbe parce que l'avis global de 90% des supporters, c'était le club a pas le droit de lui faire ça. Et lui, la réponse, c'est qu'il est revenu sur le terrain et qu'il a continué à empiler les buts dans la foulée de ce départ avorté. Donc ça a complètement renforcé son image à mes yeux. Avant ça, on va écouter Nicolas Sub, parce qu'Alex Mendy est un leader de l'ombre, dans la mesure où ce n'est pas le plus expansif, pas le plus démonstratif, mais c'est un leader. Écoutez à ce sujet Nicolas Sub. C'est un leader de jeu, déjà, puisque forcément, quand on a un buteur, ça aide les partenaires. En tout cas, il y a de la crédibilité, donc forcément, tout acte, toute parole dite, forcément, est écoutée et entendue. Souvent, c'est lui qui prend le lead sur les périodes comme les reprises de mi-temps. Je le vois souvent discuter avec ses partenaires. Donc, il a un leader, un charisme naturel. C'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup. C'est plutôt quelqu'un de taiseux, plutôt quelqu'un d'introverti, plutôt quelqu'un de discret. Mais sur un terrain, de par ce qu'il produit, forcément, amène un leadership naturel. Voilà, j'ai connu ça avec Julien Ferré aussi. Et il y a différents leaders et il est un leader de jeu de par sa capacité à marquer des buts tout le temps. Et quand il parle, les partenaires écoutent. Rares sont les personnes qui sont capables de réunir toute génération et toute personne venant de milieux différents. Voilà. Et je pense qu'Alex est capable de ça. Peu importe d'où on vient, qui on est, il est capable de rassembler. Oui, c'est vrai que Alex Mendy, c'est pas quelqu'un qu'on va entendre tout le temps parler. D'ailleurs, sa parole est souvent rare, mais précieuse. Et c'est quelqu'un où je pense, c'est pour ça aussi que ça plaît au public, c'est parce qu'il fait pas d'histoire. Il est toujours là à vraiment se concentrer sur le terrain et ça se voit. Et pour ses coéquipiers, je pense qu'avoir un joueur comme ça, c'est du pain béni dans le sens où moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'a pas besoin de 15 000 occasions pour les mettre. Enfin, j'ai l'habitude de supporter un club où je peux vous dire qu'on loupe pas mal d'occasions. PSG, Ousmane Dembélé. Voilà. Et ben là, d'avoir un attaquant comme ça, où il a 2 balles et il en met déjà minimum une au fond sur les 2, c'est vraiment incroyable, quoi. Et on aurait pu le perdre. Et oui, la logique aurait voulu qu'il parte cet été. Donc l'histoire aurait été bien différente pour lui comme pour le club. Mais c'est fou de se dire, quand on voit où on est le Stade Malherbe aujourd'hui, dans quel état il en est, se dire qu'il n'aurait dû ne pas être là, ça interroge beaucoup sur où en serait l'équipe et où en serait le club. Et moi, j'étais très marqué par une chose, c'est la joie que ce record a procuré à l'ensemble du club, j'ai envie de dire. Je pense que vraiment, ce club est en mal d'événements positifs. Et donc, il y a eu toute une com qui a été très bien faite, d'ailleurs, par Antoine et Théo, qui s'occupent de la com au club. Et même ses coéquipiers. Et je trouve que c'est un événement fédérateur pour le club. En tout cas, je l'ai perçu comme ça. Et presque, ça peut... Je dirais pas lancer la saison, mais moi j'ai perçu Alex Mendy différemment, vraiment comme un leader de l'ombre, pas un mec qui va venir en zone mixte pour gueuler, pour dire ou pour critiquer l'arbitrage. Mais je pense que c'est vraiment, du coup, c'est devenu un leader, c'est devenu quelqu'un d'important dans le vestiaire, ça l'est. Tout le monde l'aime en fait, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde l'apprécie. Même les journalistes, ouais, c'est un des rares joueurs, même si tous les joueurs sont sympathiques, mais il vient toujours nous saluer, nous en tant que média. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça sera marquant. Et pour revenir dans est-ce qu'il va marquer l'histoire du club, en tout cas je pense qu'il va marquer l'histoire de la saison et vraiment le club doit s'en servir comme un élément positif et Dieu sait qu'il en a besoin. Et je suis persuadé que ça peut compter aussi, que cet événement là de cette semaine, le club doit s'appuyer dessus pour essayer de lancer sa saison et trouver un peu de positif dans une période difficile de transition de club. Son départ, moi j'ai été bluffé cet été, comme beaucoup, de sa capacité à se remettre si vite en question. Donc il devait signer à Sunderland en Angleterre, mais les nouveaux actionnaires des Rouges et Bleus ont dit non. Voilà, pour essayer de faire vite, il avait un accord oral de l'ancienne direction, Olivier Piqueux, pour son départ. Donc tout était prêt, au point les cartons étaient prêts, la maison était vendue. Sauf que cet accord oral, il a été remis en cause par la nouvelle direction, qui a voulu le bloquer et le garder. Il s'est finalement résolu à cette idée-là à la toute fin du mercato, à une journée de la fin, en informant ses dirigeants qui se pliaient à leurs décisions et qui se remettaient au travail au Stade Malherbe. Non pas par choix, mais plutôt par contrainte.
Et c'est vrai qu'encore une fois, ce qui renforce son image, c'est cette capacité à se remettre si vite dans le droit chemin, parce qu'on s'est tous dit à ce moment-là que c'était une très mauvaise idée, faut être honnête, de garder un joueur contre son gré, très souvent c'est négatif. Marche pas souvent, ouais. Ça marche pas souvent. Ça peut aussi, même si c'est pas du tout le genre du bonhomme, mais ça peut aussi impacter un vestiaire et des relations de vestiaire. Au final, 2-3 mois après, le constat c'est que le pari du Stade Malherbe, faut être honnête, il est gagnant. Il est gagnant parce que vous avez un avant-centre qui porte votre équipe et que on sait pas où en serait le Stade Malherbe sans lui. C'est pas quelqu'un qui partira au clash, il aurait pu en fait dans cette situation-là, et on le sent dans son discours, parce que même là, quand tu disais il est pas parti une journée avant la fin, et sa raison c'était que ses enfants avaient repris l'école et que du coup c'était hors de question pour lui de partir après, que ses enfants fassent un jour d'école à Caen et après qu'ils partent ailleurs. Et ça montre aussi l'homme qu'il est au-delà du joueur. En fin de compte, sa carrière, je pense qu'il la met tout là-haut et qu'il a envie de la réussir, mais sa famille compte tout autant, quoi. Donc maintenant on donnera les dates dans ce podcast du Mercato et de la reprise de l'école. Ça peut jouer. Pour savoir si les joueurs. Élément important. Bon, ce qui a fonctionné pour Alex Mendy, je suis pas sûr que ça fonctionne pour d'autres. La direction peut peut-être se féliciter d'avoir réussi son coup. Je les invite pas à recommencer l'opération 36 fois avec d'autres joueurs. Ils risqueraient d'avoir quelques mauvaises surprises. Après, ce qui est pas un cas unique, mais qui peut être un cas rare, c'est l'attachement qu'il affiche à cette ville de Caen pour quelqu'un qui n'avait aucune racine avec cette ville-là à la base. Il les affiche parce qu'il se sent bien ici, mais aussi parce qu'il est conscient de l'importance de ce club-là et de ce contexte-là dans sa carrière. Et ça joue forcément sur l'image qu'il renvoie auprès des gens. Un attaquant qui a connu Bordeaux, Guingamp et d'autres clubs, qui dit qu'il vit sa meilleure vie à Caen, que ce club-là gardera une place très spéciale, forcément, ça impacte aussi la relation qu'il a avec les supporters. 22 buts la saison passée pour Alex en Ligue 2, 19 la saison d'avant et déjà 7 cette saison en 10 matchs. Il a su faire de ce non-départ une force et dans les conditions actuelles, beaucoup auraient abandonné, traîné leur spleen, a déclaré son ancien coach Stéphane Moulin. Ça montre le bonhomme, ce qu'il est, et en effet, il a voulu relancer, si on peut dire, sa carrière. Il a déjà 30 ans. La carrière est loin d'être finie et il peut encore faire de belles choses à Caen ou ailleurs. Disons que c'était logique pour lui de franchir un nouveau palier. Quand vous avez passé 4 saisons à Caen, que vous sortez de 3 saisons à près de 60 buts en Ligue 2, c'est humain de se dire allez, je vais aller voir autre chose. J'ai envie de voir autre chose parce que j'y ai droit, parce que je l'ai mérité. Sunderland, c'était pas ça le plan de départ, mais quand Sunderland est arrivé, c'était très clair dans sa tête. Il y avait que Sunderland parce qu'il avait l'envie de découvrir le championnat anglais. Donc oui, il a dû prendre un sacré coup sur la tête, mais effectivement avec cette capacité à se relever rapidement. Est-ce qu'il mérite, selon vous, d'aller voir ailleurs un jour, peut-être l'été prochain? Est-ce qu'il mérite de jouer au-dessus en Ligue 1, Mathieu? Mériter, c'est pas le terme que j'emploierais, mais la curiosité de voir s'il est capable de rééditer ces performances-là dans un autre contexte. Ouais. Tu penses qu'il qu'il va quitter le club l'été prochain? Je vais pas surtout m'aventurer sur ce chemin-là parce que vu ce qui s'est passé cet été, ça me paraît un peu risqué. Et il peut rester comme il peut partir. Après, il faudra voir si les offres aussi se représenteront. C'est curieux de voir effectivement s'il avait joué dans un autre contexte avec peut-être une adversité aussi plus forte, parce que ce soit la deuxième division anglaise ou la Ligue 1, c'est pas du tout le même foot. Donc curieux, mais voilà, je sais pas si on aura un jour la réponse à cette question. Morgane? C'est vrai qu'on le disait, des attaquants avec des stats comme ça en Ligue 2, généralement ils restent pas longtemps dans les clubs. Une saison. Voilà, donc c'est d'autant plus rare, et d'autant plus qu'il fait ça à des années où c'est pas les meilleures années de Malherbe, ça joue pas la montée en Ligue 1, donc pour moi oui, c'est son envie d'aller voir ailleurs est tout à fait légitime, et comme Mathieu, je serais curieuse de voir ce que ça peut donner, que ce soit dans un autre championnat ou en Ligue 1. Dans ton club de cœur? Non, parce que malheureusement pour lui, je pense que au PSG, on joue son au PSG. Il n'y a pas besoin d'avant-centre là-bas. Il n'y a pas besoin. Ils en ont pas, mais peut-être qu'il y aurait besoin à mon avis, mais bon. Gaëtan. Je sais pas comment pas le PSG, mais sur Alex Mendy. Pas le Havre non plus, j'imagine. Tu serais curieux. Pas, alors là. Tu serais curieux de le voir évoluer peut-être en Ligue 1 ou en D2 anglaise dans un autre championnat. Ouais, ça a déjà été le cas par le passé, mais il n'était pas armé de la même façon. La curiosité vient de là. Il l'avait connu avec Bordeaux notamment. Ça avait été un peu compliqué. Effectivement, vu l'évolution qu'il a eue sur le plan athlétique, sur le plan physique depuis 3-4 ans, ça donne envie de le voir dans cette Ligue 1 notamment, ce qui n'était pas son plan cet été. Après, Malherbe se fait une joie de l'avoir une saison de plus. Moi, j'ai du mal à croire qu'il prolonge l'aventure. Au vu de la trajectoire actuelle de la saison de Malherbe, j'ai du mal à croire qu'on puisse imaginer qu'il reste une saison de plus. Mais on est à l'abri de rien dans le foot, donc on verra. Sous contrat jusqu'en 2026 ou 2026, 2026, oui.
Face à Martigues, Nicolas Seub avait opté pour un choix fort en titularisant Yanis Clémentia dans les buts à la place d'Anthony Mandrea. Rebelote contre Bastia. Mathieu Billot, pourquoi ce choix du coach ? Une bonne question. Quelque chose qui m'a énormément surpris, parce que je considère que quand vous changez de gardien et que c'est pas pour des raisons médicales, vous pouvez plus revenir en arrière. Enfin, à mon sens. Maintenant, c'est parti pour que Yanis Clémentia soit le numéro 1, parce que là, récupérer Anthony Mandrea, costaud quand même. Bah justement, Anthony Mandrea, comment il encaisse le coup ? J'en sais rien parce que j'ai pas discuté avec lui, mais je pense pas qu'il l'encaisse. Enfin, s'il est humain, il l'encaisse pas bien. Et ça serait... Déjà cet été, il avait dit qu'il avait pris une claque quand Seub les mettait en concurrence. Donc, Et on comprend dans les propos de Nicolas Seub samedi en plus qu'il a plutôt envie de laisser le temps à Yanis Clémentia de s'installer. Il a pas le choix. Vous pouvez pas faire un coup l'un, un coup. Enfin, ça c'est le meilleur moyen pour flinguer les deux. C'est une décision quand même extrêmement risquée. Moi, ça, quand j'ai vu ça mardi soir, ça s'apparentait à la décision d'un coach qui sent qu'il joue l'un de ses derniers atouts. Parce qu'en général, quand vous faites ça, c'est que ça sent plutôt la fin. Les faits lui disent qu'il a gagné 2 matchs et qu'il a fait 2 clean sheets. Bon, sur le match de Martigues, Yanis Clémentia a strictement rien eu à faire. Sur celui de Bastia, on a bien vu que on devenait pas numéro 1 même en Ligue 2 comme ça. J'ai trouvé un gardien qui a dégagé beaucoup de fébrilité, notamment en première période. Donc il va falloir voir sur le temps comment ça se passe. Que ce soit un bon gardien, il y a aucun doute. Yanis Clémentia, il y a pas de souci. Mais voilà, c'est un choix vraiment là. Et, pour ceux qui demandaient à ce que Nico Seub prenne des décisions tranchées, il l'a fait. Faudra voir si sur le long terme ça lui réussit. Bon, c'est une idée, voilà, il voulait le faire. Je pense qu'il voulait le faire dès cet été. C'est quasiment certain qu'il voulait installer Yanis Clémentia. Je pense aussi pour des raisons de jeu dans les cages. Voilà, finalement, je pense que le plan aussi c'est que Anto Mandrea soit transféré, en tout cas quitte le club, ce qui ne s'est pas passé. Donc voilà, non, choix sacrément osé qui se révèle payant sur 2 matchs. Voilà, on verra ce qui va se passer d'ici Noël, mais sacrément culotté. Moi, j'ai été surpris par le timing en fait. Pas surpris que ça arrive. Je savais que ça arriverait un jour sous Nicolas Seub, mais j'ai été très surpris par le timing parce que j'ai pas vu, contrairement à d'autres périodes peut-être, j'ai pas vu un Anthony Mandrea fébrile sur les matchs précédents. J'ai pas vu de signaux sportifs qui pouvaient laisser présager de ça. Donc j'y ai plus vu un électrochoc et effectivement l'image d'un coach qui cherche des solutions pour sortir son équipe du pétrin. C'était tombé sur le système avant, c'est tombé sur le gardien à ce moment-là. Effectivement, la semaine à 2 clean sheets fait que ça va continuer. Ça va forcément continuer pour essayer de l'installer et pour voir ce que ça donne. Moi, par contre, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu d'Yanis Clémentia la saison dernière sur quelques matchs. Évolué 7 fois en équipe première. Ouais. En Ligue 2 et en Coupe de France. J'avais beaucoup aimé ça et j'avais beaucoup aimé notamment son jeu au pied, sa participation au jeu collectif. Je suis persuadé que Mandrea a des atouts, je suis persuadé que Clémentia en a d'autres à faire valoir, des différents d'Anthony Mandrea. Mais il n'y a qu'un seul gardien au foot. Voilà, il n'y a qu'un seul gardien, c'est un peu le problème. Sinon ça va devenir compliqué, ouais. Mais c'est vrai que j'étais surpris par ce timing. Moi, moins surprise par le timing. Plus comme Mathieu, je vois ça comme un coach qui joue ses dernières cartes, qui sentait qu'il était en difficulté. La défaite face à 3, s'il reperdait contre Martigues, ça le mettait vraiment dans une période délicate. Et en fait, comme on l'a un peu dit, c'était déjà son idée dès cet été. Et moi, j'ai le sentiment qu'il s'est dit, quitte à jouer peut-être mes derniers matchs, autant que j'aille au bout de mes idées et que je fasse ce que j'ai eu envie de faire dès le début et ça marche ou ça marche pas. Si c'était son idée cet été, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait ? Oui, non, mais après c'était le coach cet été. Mais c'était je pense lui qui qu'il décidait. s'attendait peut-être plus à ce que Mandrea parte cet été et que finalement le fait qu'il reste, c'est... Oui, il y a des équilibres de vestiaire peut-être aussi à préserver. C'est vrai que sportivement, en tout cas, on me dit que oui, beaucoup disaient Anto Mandrea, il est moins performant que sur sa première saison à Malherbe. Bon, peut-être. Moi, je trouve pas que c'est pas le joueur que je pointerai en numéro 1 dans les je trouve qu'il est ni meilleur ni moins bon. Voilà. Donc, je vois pas, sportivement, je vois pas, voilà. Donc, on lui reproche aussi le public, en tout cas, lui reproche certaines déclarations. Un peu maladroite, c'est, ouais. Voilà. Je trouve ça un peu dur aussi. Bon, voilà, c'est ce qu'on disait. La dernière fois, on demande à des joueurs de venir s'exprimer des fois en zone mixte. Et quand ils le font, et ce jour-là, quand il y en a que 2, à ma connaissance, qui l'ont fait avec Romain Thomas, on leur tombe dessus. Faut savoir ce qu'on veut aussi. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment une décision qui est vraiment le choix vraiment de Nicolas Seub. C'est peut-être une manière aussi de reprendre peut-être aussi un petit peu le leadership, parce que là c'est vraiment et d'ailleurs même dans ses compos, dans ses choix, j'ai l'impression que sur les 2 matchs il a remis tout son effectif, je trouve, dans le sens du jeu. Titulariser Khalifa Koulibaly, on l'avait jamais vu.
Mika Le Bihan, honnêtement, sur ses dernières prestations avant, on pensait vraiment que c'était... Voilà. Là, il le met. Il change souvent de système, ce qui permet à différents joueurs d'être utilisés. L'impression aussi d'une reprise en main un petit peu du vestiaire. Une remise en question sans cesse, quoi. Pour moi, depuis 3-4 matchs, il privilégie le fait de concerner tout le monde à la stabilité d'un système ou d'un 11 de départ. C'est plutôt un pari gagnant sur la semaine qui vient de s'écouler. Mais c'est vrai qu'à un moment, il va quand même falloir essayer de trouver une stabilité dans le système, dans les joueurs qui met sur le terrain. Il a du mal à la trouver aussi parce qu'il a peu de certitudes finalement. On parlait d'Alexandre Mendy. Aujourd'hui, c'est qui les certitudes autour d'Alexandre Mendy? Peut-être Brahim Traoré qui sort d'un gros match mais qui a connu quand même 1 ou 2 matchs difficiles. Quentin Lequeuch qui dégage un peu de sécurité défensive, en tout cas peut-être pas offensive. Mais moi, j'ai du mal à voir émerger 5-6 certitudes dans le 11 de départ aujourd'hui. Bon, après, vous n'êtes pas non plus 13 ou 14 par hasard, quoi. C'est, voilà, on a dit. Enfin, là, on a beaucoup parlé avec les joueurs en conférence de presse en leur faisant cette remarque, qui partageaient d'ailleurs tous, c'est qu'ils sont moins bons quasiment tous que la saison dernière, à l'exception d'Alexandre Mendy. Mais c'est vrai que ce qui est un peu dur pour revenir à Mandrea, ce qui est un peu dur pour lui, je pense, c'est que là, les résultats, au-delà de donner raison à Nicolas Sub, on va revenir sur les 2 clean sheets, 2 matchs sans se prendre 2 buts, c'est le double que ce qu'ils avaient fait sur 10 matchs avant avec Anthony. C'est la brutalité des choses. Un seul clean sheet. Voilà, mais sous pour autant, Antoine à Mandrea. chaque fois, c'était pas de sa faute. Qu'à lui en tout cas et surtout les clean sheets contre Martigues a fait zéro, il y a eu 0 intervention pour Yanis Clemencia, et contre Bastia c'est un miracle que vous preniez pas un but. Donc en fait voilà. Alors après sur le temps c'est comme pour l'équipe, la confiance, effectivement, 2 victoires, 2 clean sheets, ça a peut-être donné de la confiance à Yanis Clemencia. On faisait référence à son intérim la saison dernière, notamment pendant qu'Antoine Andrea était à la CAN. Et derrière, c'était clair que c'était un intérim le temps qu'Antoine Andrea était à la CAN avec l'Algérie. Là, c'est pas le même statut. Là, il a employé lui, oui, je suis peut-être en intérim. Non, t'es pas en intérim, t'es numéro 1. C'est ça le message qu'il a envoyé. Mais c'est selon pas vous, pareil. est-ce qu'il faut continuer avec lui dans les cages? Mais t'as pas le choix. Tu veux faire quoi? Tu veux remettre Antoine Andrea? T'as flingué en le mettant sur le Demande banc. à Luis Enrique, il aime bien changer les gardiens. Avec des bons résultats d'ailleurs. Puis Nicolas Sub a dit lui-même être numéro 1, ça se construit dans le temps. Donc si on l'écoute, c'est qu'il va pas changer dans 2 matchs. Non, mais il va le faire. Et puis là, il y a un très bon test qui arrive pour Yanis Clemencia. À Metz. Un déplacement à Metz pour un gardien qui aspire à s'installer en numéro 1. C'est quand même un bon terrain pour s'illustrer. Puis il y a un match de Coupe de France derrière qui pourra donner aussi une petite idée sur alors là, il faudra voir parce que maintenant ça va être Anthony Mandrea du coup maintenant. C'est parfait Mandanda. Oui, mais il faut s'en déconner. Techniquement, les 2 sont internationaux, ça tombe pendant une période une fenêtre internationale. Les 2 seront appelés en sélection. L'année dernière, Yanis Clemencia avait joué ce match-là parce que le club avait négocié. Alors j'espère pas me tromper, c'est la Martinique. La sélection de la Martinique avait négocié avec la sélection de la Martinique pour le laisser à disposition en perspective du mois de janvier et de la CAN dans lequel il allait du coup jouer. Il avait besoin de temps de jeu et de faire ces matchs-là de Coupe de France. Peut-être que là du coup ça va être la même négo, mais techniquement le week-end mi-novembre, le 15 novembre pour le match à Chartres, Antoine Andrea sera avec l'Algérie et Yanis Clemencia sera avec la Martinique. Sauf s'il y a négo pour l'un des 2. Antoine Andrea va pas accepter, je pense, de renoncer à la sélection algérienne où il est numéro 1 pour aller jouer à Chartres. Pour aller jouer à Chartres, pour faire les numéros 2. Donc ça se trouve, ça sera parfaitement dans les bus ce week-end-là. Ou un autre gardien, mais... L'objectif de ma vie a toujours été de devenir numéro 1. Il n'a pas changé, c'est ce qu'il a expliqué à Ouest France en début d'année 2024, au moment justement de l'intérim, assuré durant l'absence d'Antoine Andrea, parti donc à la CAN. Et il patiente depuis un petit bout de temps, effectivement. Il a 27 ans. Il est dans la salle d'attente depuis un petit bout de temps quand même. Son intérim de la saison dernière quand même pouvait lui laisser penser que sa chance allait arriver un peu plus vite. Là, c'est peut-être le bon moment pour lui. En tout cas, c'est la première fois qu'on va lui laisser l'occasion de s'installer. Il a longtemps été la doublure de Benitez à Nice, de Walter Benitez à Nice. En plus d'être un bon gardien, arrêtez-moi si je dis des bêtises, il a une place importante dans le vestiaire. Est-ce que c'est un coéquipier modèle, coéquipier exemplaire? C'est ce qui se dégage en tout cas de ce qu'il montre dans le vestiaire. C'est aussi sa longévité dans ce vestiaire-là qui lui permet ça, parce qu'il n'a pas beaucoup joué, mais ça fait un bout de temps qu'il est au club. Et puis moi, j'ai quand même l'impression qu'il est apprécié par tous ses partenaires. Et j'ai toujours vu aussi sur le banc, notamment quand Malherbe marque à domicile, quelqu'un de très très concerné et de très heureux pour tout un club. Je pense pas qu'il aurait gardé ce statut-là si c'était une pomme pourrie. Il serait pas resté aussi longtemps à l'intérieur du groupe. Vous gardez pas un gardien remplaçant. S'il vous cause des soucis,
vous, entre guillemets, vous l'exfiltrez, surtout qu'il a eu de nombreuses occasions de partir, y compris cet été. Pareil, ça s'est pas fait parce que je pense qu'à chaque fois on comptait sur lui, mais ça a jamais été dans son sens. Donc non, là-dessus, sur ses qualités humaines, je pense qu'elles sont absolument pas à remettre en cause, bien au contraire. Voilà. Mais maintenant, va falloir assumer, et ça s'est joué à peu que ça tourne en scénario catastrophe quand même samedi contre Bastia. À un moment, justement, sur un jeu au pied, il sort très très loin de ses cages. Au moment où il est parti pour faire un truc, il se rend compte que ça va pas le faire du tout. Donc là, c'est direct en touche. C'est son point fort pourtant, le jeu au pied. Ouais, mais oui, mais c'est son point fort. Mais encore une fois, la confiance, c'est pas pareil. Après, je pense qu'il a de la pression en plus aussi. C'est sûr qu'il a de la pression. Numéro 1 en milieu de saison. Et puis à ce poste-là, c'est exacerbé. Vous installez un nouveau milieu de terrain sur un match, c'est pas pareil qu'un gardien. À ce poste-là, c'est x10 quoi. C'est pour ça que ce choix est quand même sacrément osé. Et voilà, espérons pour Malherbe qu'il se révèle gagnant sur le long terme. Mais franchement. D'ailleurs, il l'a dit après le match de samedi, c'est dur de passer de numéro 2 à numéro 1, dur d'enchaîner 2 matchs dans la semaine. Va falloir s'y habituer à enchaîner les matchs. Oui, enchaîner les matchs. 2 matchs dans la semaine, je crois qu'il n'y aura plus beaucoup l'occasion parce que le calendrier ne va pas le permettre. Mais sous contrat jusqu'en 2027. Rouge et bleu. Le coup de cœur. On a une nouvelle chronique cette année, soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. Notre coup de cœur concerne aujourd'hui la fidélité des supporters du SMC. Qu'importe les résultats, ils sont toujours là. Ils étaient plus de 15 000 à Dornano face à A3. Même chose contre Bastia. Et pourtant, messieurs, dames, l'investissement des joueurs n'était pas au rendez-vous sur ces 2 rencontres. N'est-ce pas, Surtout 3. Non mais à 3, je pense qu'on a tous des gens qu'on connaît qui assistent au match dans les stades, et quand ces gens on discute avec eux, le sentiment c'est le match de 3 c'était regardable, et c'est pas totalement faux. Voilà, donc se dire que y a 15 000 personnes qui viennent un samedi à 14h pour assister à ces matchs, c'est quand même assez bluffant. En Ligue 2, voilà, aujourd'hui vous avez perdu Saint-Étienne qui est monté en Ligue 1, vous avez perdu Bordeaux à cause de ses déboires financiers. Donc voilà, franchement c'est respect, surtout que les affiches, sans manquer de respect, bon, même si 3 et Bastia à l'échelle de la Ligue 2 c'est quand même des bons clubs, mais je sais pas, je pense pas que les gens ils viennent pour l'adversaire, en tout cas, ça m'étonnerait. Donc je suis assez bluffé de ça, surtout compte tenu des résultats. En plus à 3, du coup, quand même les joueurs n'avaient pas été salués spécialement, les supporters. Il y avait eu une petite explication de texte après le match, mais les gens ils reviennent, et c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai hier, et je pense que ça ferait demain. Il y a vraiment quelque chose, un lien quand même indéfectible entre les supporters et cette équipe, peu importe qui joue, peu importe qui l'entraîne, peu importe qui la dirige, mais en tout cas c'est assez bluffant. Espérons que le club ne perde jamais ça. Je pense que ça se perdra jamais parce que c'est au-delà de tout ça. Mais voilà, franchement respect. Qu'est-ce que ça serait si Malherbe avait des résultats ? La meilleure preuve que pour moi ça se perdra jamais, sans doute, même s'il faut jamais dire jamais. C'est pas tant les 15 000 contre 3, c'est plutôt le fait de revoir 15 000 contre Bastia après ce qu'on a vu comme contre 3, comme tu le disais, parce qu'effectivement on a eu beaucoup de retours de gens qu'on connaît ou de supporters sur le match de 3. Ils étaient un peu déçus d'être venus, pour être honnête. Là, le match de 3, il est rentré dans le panthéon des plus mauvais matchs de Malherbe dans l'histoire moderne, et de loin. Et du coup, revoir presque 16 000 personnes contre Bastia, c'est ça qui est non pas bluffant, parce que finalement, c'est pas tant une surprise que ça à l'échelle du stade Malherbe, mais c'est à l'image un petit peu de ce qu'on voit aussi sur la place de Caen. Si on élargit un petit peu, le basket fait 4200 personnes en permanence en Pro B. Les Dracards de Caen, c'est plein en permanence à la patinoire. Donc voilà, en toute objectivité et sans aucun chauvinisme, c'est une très belle ville de sport. Et le handball aussi fait guichet fermé comme fin octobre sur le match. C'est bien, Joris parle du handball parce que West France, ils sont que pour le basket. Ah non, c'est pas vrai, mais on est vernis, tu vois. Je leur mets un tag, j'attendais une réponse, mais non. Nico Sub qui déclarait récemment en conférence de presse, le supporter ici est toujours derrière l'équipe, le club, il faut s'appuyer sur ça, c'est une force. Quand on mouille le maillot, les gens nous le rendent. Voilà, encore faut-il mouiller le maillot. Oui, non, mais encore une fois, c'est incroyable d'avoir cet engouement. C'est aussi lié, je pense, aussi à une politique tarifaire qui est très abordable. En tout cas, dans le COP, je crois que c'est ridicule si vous rapportez sur le match. J'ai rencontré récemment un membre du COP qui est étudiant, il m'a dit qu'il payait son abonnement 50 € la saison. Ouais, donc vous rapportez au prix au match, c'est quand même. Faut saluer quand même la politique tarifaire du club. Voilà, ça c'est pareil. 17 matchs.
17 matchs aujourd'hui, il y en avait du coup 19 avant, mais c'est quelque chose quand même qui est toujours resté, ça, peu importe en fait les dirigeants, les propriétaires, c'est très bien. Je pense que c'est lié aussi un petit peu, on en parlait tout à l'heure pour Alex Mendy, aussi un petit peu à la communication du club, à la com du club, il y a quand même beaucoup de choses positives voilà qui sont faites, enfin voilà, par rapport à Alex Mendy, le service com du club s'était mis un peu en mode JO là, avec en imprimant des grosses têtes d'Alex Mendy. C'est des petits détails, mais ça fait vivre aussi et qui compte tout ça. Donc bon, voilà, j'ai vu, je crois, un tweet passer la semaine dernière, c'est que si les clubs étaient jugés sur leur service de communication, ça fait bien longtemps que Malherbe jouerait la Ligue des Champions. Et je pense que c'est un petit peu. C'est vrai qu'ils avaient prévu un truc sympa aussi sur l'annonce du record. Ouais, même le timing, ne pas attendre la fin du match, le mettre tout de suite pendant le match. Voilà, donc vraiment, je pense qu'il y a voilà. Et puis bon, faut aussi dire que les gens de la com, c'est des gens d'ici, de Caen, qui avant d'y bosser étaient supporters, ils le sont toujours, mais étaient supporters, ils connaissent justement l'histoire du club, donc forcément ça parle. Et non, vraiment, ce public c'est bluffant, et ça donnerait envie que Malherbe ait des meilleurs résultats. Malheureusement, c'est pas le cas depuis plusieurs saisons, mais on se dit que voilà, une année où Malherbe sera en capacité de jouer la montée en Ligue 1, ça pourrait donner quand même quelque chose de très intéressant dans les tribunes. 16 111 supporters, c'était l'affluence moyenne à Dornano la saison passée, c'était plus 15% comparé à la saison d'avant. Ça aussi, ça a été un argument pour attirer Kylian Mbappé. Il y a l'histoire du club, il y a le potentiel, mais le potentiel également au niveau du public, des spectateurs. Ça a beaucoup compté. Il me semble que la maman de Kylian Mbappé était présente à Guignon. C'est un peu le contre-exemple, mais forcément que ça a compté au moment où ils se sont penchés sur des clubs, même si récemment l'équipe a révélé que Kylian Mbappé s'était penché sur Monaco. Là, il y a un peu moins de spectateurs. Avant de se pencher sur Caen. C'est pas le même délire. Non, c'est un peu différent. Mais forcément que ça compte. C'est évident, quand vous achetez un club et que vous vous projetez un petit peu, vous regardez les performances récentes, vous voyez que ça fait 5 ans que vous êtes en Ligue 2, mais que vous faites entre 13 000 et 16 000 de moyenne de spectateurs. Donc vous vous dites, ce sera quoi le jour où on sera en Ligue 1 ? Dans un stade qui est bien taillé en plus, qui est bien taillé pour ce club-là, pour la région, pour la capacité des supporters. On se rappelle de la dernière période de Malherbe en Ligue 1, voilà, c'était toujours entre 15 et 20 000, du coup, jusqu'à jauge pleine. Et c'est évident que ça compte pour moi dans l'esprit de futurs actionnaires. Et Octree l'avait d'ailleurs mis en avant au moment où ils avaient racheté le club avec Pierre-Antoine Capton aussi. Et aussi la fidélité, le taux de remplissage et le fait que c'est pas non plus un public qui crée des histoires à tous les matchs. Alors là, on parlait qu'il y avait une petite explication de texte, mais à l'échelle du monde du supporterisme, c'est très léger. C'est gentillet, c'est même plus que gentillet. Je veux dire, le public de Malherbe, il n'y a jamais de problème majeur, enfin en tout cas il y a toujours des petites histoires, mais qui concernent vraiment une petite minorité. Mais sinon, quand vous voyez dans d'autres clubs comment ça se passe, pour un actionnaire, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir un public familial, convivial, que de savoir qu'à moindre faux pas, vous allez devoir vous expliquer. Donc c'est autant d'arguments en faveur du club. Prochain match des joueurs de Nico Sub, le samedi 9 novembre à Metz, coup d'envoi à 20h. À votre avis, sur qui porte cette devinette ? Metz, quand ? Jesse Deminguet. Gaëtan ? Évident, Jesse Deminguet. Et Morgane ? Je vais me rallier à la majorité. Eh ben non, c'est ce qu'on appelle un contre-pied, je l'ai fait exprès. Là, c'est nul. C'est nul. Comme ça, vous allez chercher. On y répondra pas. Tout le vous monde, allez là. vous creuser les méninges un petit peu. La dernière fois que Caen s'est imposé sur le terrain de Metz en Ligue 2, c'était quand, messieurs, dames ? Jesse Deminguet. Alors, il avait à l'époque, il était jeune, il devait avoir 10 ans. Non, parce que moi je pensais à un retourné acrobatique qu'on a vécu avec Mathieu au stade, mais c'était un match nul, je crois. Un partout en Ligue 1. Et le plus beau but de la carrière de Jesse Deminguet. Très bien, ne change pas de sujet. Il y a une devinette, il y a une question à laquelle vous devez répondre avec brio, avec succès. Alors 2014. Alors si ça peut vous aider, Mathieu n'était pas arrivé en Normandie. 2016. Pas encore. C'était sur la période Ligue 2. C'est l'époque Coupe de la Ligue, non ? 2004, 2005, 2006. Un peu plus récent. 2009, 2010. C'était le 25 janvier 2010. Bien joué. Victoire 3-1, les buteurs Candia, Traoré, Julien Toudik et Youssef El Arabi. Et Nico Sub avait délivré une passe décisive ce soir-là. Comme quoi ça arrive aussi. Ça arrivait. Quand on parlait des joueurs du Panthéon du Stade Malherbe tout à l'heure, on n'a pas cité par exemple Youssef El Arabi, qui je pense aussi a profondément, enfin qui a toujours profondément marqué le club aussi, même s'il n'est pas resté aussi longtemps, en tout cas dans sa période professionnelle qu'Alexandre Mendy. Et c'est un joueur du cru.
Ah bah là, bah oui. d'Hérouville-Saint-Clair. Plus du cru, c'est difficile de le faire là. Les formations malherbistes également à l'honneur dans ce podcast. Ce samedi 2 novembre, la réserve caennaise a subi une défaite de buts à 1 à Alençon. Les Ornais qui ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu. À noter le but d'Oumaro Kandé pour le SMC. 1 à 2 minutes seulement après son entrée en jeu et apparemment c'est un superbe but. Je l'ai pas encore vu. Son premier fait d'armes avec le Stade Malherbe. On espère qu'il y en aura d'autres avec une autre équipe du Stade Malherbe. Équipe première. Au classement de N3, les joueurs de Romain Leroux sont 8e sur 14 après 7 journées. Prochaine rencontre le 9 novembre avec un court déplacement sur le terrain de l'AGECAN. C'est juste à côté. Oui, c'est presque même. C'est Venoy, mais l'autre côté. Ouais, c'est même presque à Malherbe, hein, c'est le terrain. C'est chez eux, c'est à domicile. Le stade, c'est sans vouloir manquer de respect à l'avant-garde. C'est plus eux qui évolueront à l'extérieur que la réserve du Stade Malherbe. Il n'y avait pas de match de championnat ce week-end pour les féminines. Les filles de Chloé Charlot évolueront le dimanche 10 novembre à l'extérieur face à la Croix-Blanche Angers. Après 5 journées de Détroit, les Rouges et Bleus sont 10e sur 12. C'est la fin de cette émission, fin du match. Merci à vous d'avoir participé à ce 35e numéro de Rouge et Bleu. Mathieu Biot de Foot Normand, Morgane Huguen et Gaëtan Briard de Ouest France. Merci également aux auditeurs de nous écouter sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Pas de déj, pas de repas à Lisieux ce midi, Gaëtan? Non. T'es pas pressé? Tu manges en tout cas ce midi. Je vais manger. Prochain numéro de Rouge et Bleu, le lundi 18 novembre. Vive le foot, vive la Normandie, allez, Alex Mendy également. Et allez Malherbe!